Donc bonjour et bienvenue et merci d'être venu à cette conférence qui effectivement va parler de la très longue histoire de l'Afrique. Euh, L'idée évidemment est d'utiliser un peu la salle comme une vitrine sur ce qui se passe derrière, hein, de vous offrir un petit peu plus, car cette salle finalement représente un peu le sommet de l'iceberg, hein, en matière de ce qui se fait au musée. Euh, la recherche, ce qu'il y a de spécifique avec cette salle concernant la très longue histoire de l'Afrique, c'est deux choses. La première, c'est que on peut, pour aborder l'histoire de l'Afrique, il faut travailler en équipe. Les archéologues tout seuls ne peuvent arriver à rien. Les archéologues ne sont qu'une des disciplines qui peuvent permettre de reconstituer l'histoire. Donc c'est ce travail pluridisciplinaire que j'aimerais évoquer aujourd'hui d'une certaine manière. Et puis, une autre dimension très très importante de cette salle, à mon sens, c'est le fait que, bien qu'on ait toujours l'habitude de présenter l'histoire comme un phénomène, hein, qui part du plus vieux vers le plus récent, eh bien, il est possible de présenter ou d'étudier cette histoire d'une autre manière, en partant du présent et en remontant vers le passé. C'est ce qui est expliqué notamment dans cette salle, mais c'est ce que nous allons évoquer ici aujourd'hui aussi. Alors, une très longue histoire, une très riche histoire, et pour la reconstituer, nous avons un certain nombre de sources. Alors, je ne pourrais pas faire crédit à tous mes collègues, à tous ceux avec qui on travaille en collaboration, mais je vais évoquer les différentes sources disponibles. Et ce qu'il y a d'important à savoir, c'est qu'en fait, quand on part du présent et qu'on remonte dans le passé, eh bien, on se retrouve confronté au début avec une pléthore de sources. On dispose de très nombreux documents pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé dans les sociétés dans un passé très récent. Et puis petit à petit, plus on remonte dans le passé, eh bien, plus ces sources diminuent parce que leur conservation pose problème et puis elles ne sont pas toujours disponibles. Alors, le premier accès à l'histoire, pour moi, c'est toujours la mémoire. Hein. Dans toutes nos familles, on a toujours des souvenirs de l'histoire. Eh bien, c'est la même chose en Afrique subsaharienne. Et à différents degrés, hein, on peut accéder à des pans de l'histoire récente par le souvenir des gens. Vous avez ici un chef du Bas-Congo qui porte sur lui les attributs de sa fonction. Il se fait que lui est prof d'histoire, donc il connaissait assez bien le sujet qui nous intéressait. Et vous voyez qu'il tient en main un document qui nous permet de parler d'un deuxième type de source qui est disponible. Ce sont les textes, ou en tout cas les transcriptions, dans ce cas-ci, de traditions orales. Ce n'est pas tout, parce qu'en matière de texte, qui est évidemment toujours considéré en Europe comme le- la, la source reine, hein, de l'histoire, eh bien, en Afrique subsaharienne, oui, on dispose aussi de textes, puisque dans le royaume Congo, il y a eu un accès, euh, un contact avec le Portugal qui était assez ancien, et que très rapidement, le royaume de Congo a adopté une série de choses comme l'écriture. Et donc, on dispose de toute une série de sources écrites sur les relations entre le roi du Congo et son cousin, le roi du Portugal. Alors évidemment, dans des époques aussi assez anciennes, on dispose de descriptions, de documents écrits ou publiés qui parlent de l'histoire de l'Afrique. Dans certains cas, évidemment, il faut faire attention, puisque ces documents n'ont pas été écrits par des gens qui avaient été sur place, mais bien par des gens qui avaient parlé avec des voyageurs et qui avaient compilé les données que ces voyageurs, les données auxquelles ces voyageurs avaient eu accès. Dans ces publications, on a effectivement aussi des ressources iconographiques, des images qu'il faut évidemment utiliser avec des pincettes, mais qui peuvent également nous renseigner sur certains aspects de l'histoire. Ici, évidemment, pardon, c'est une vue reconstituée de la capitale du Royaume Congo dans l'ouvrage qui précède. Alors, il y a un autre type de sources très très importantes, ce sont les cartes qui ont été réalisées à différentes époques. Alors évidemment, les cartes les plus récentes sont extrêmement précises. Nos collègues de cartographie ne sont pas là, euh, mais au fur et à mesure que l'on remonte dans le temps, on est confronté à des cartes qui sont évidemment de moins en moins précises, les plus anciennes n'étant précises vraiment que sur les côtes, et puis au fur et à mesure de la pénétration dans le continent par des voyageurs, eh bien, on a des cartes un peu plus précises. Mais par contre, ces cartes nous renseignent déjà, même malgré leurs imprécisions et les aspects fantasques qu'elles peuvent véhiculer, elles nous renseignent par exemple sur l'existence d'entités politiques relativement grandes, et parfois aussi, comme on peut le voir sur cette carte, mais évidemment sur cet écran on ne verra pas grand-chose, sur la présence par exemple de voix
commerciale importante, déjà à des époques très anciennes également. Alors, un autre type de source qui est très différente là, mais qui est extrêmement intéressante et qu'on a développé depuis quelques années en collaboration avec l'ULB et la Cambre, c'est l'analyse de l'urbanisme. Dans certains cas, on peut, en analysant le plan des villages disponibles, des villes ou des villages disponibles par exemple sur Google Earth, complétés par des enquêtes de terrain dans les quartiers, on peut arriver à définir les zones anciennes des agglomérations, et puis cibler les fouilles archéologiques dans les quartiers les plus vieux des villes, et ainsi reconstituer l'histoire d'une partie importante de la séquence de l'histoire des populations. Alors, une dernière étape, disons, dans cette analyse de l'espace et du bâti, c'est évidemment, maintenant, nous avons une collaboration avec certains de nos collaborateurs en géographie pour accéder à toute la technologie que nous offrent les drones. Et par exemple, lors de nos 2 dernières missions, nous avons effectué des relevés drones de la zone que nous fouillons, ce qui va nous permettre d'avoir des relevés extrêmement précis de l'ensemble de la colline sur lequel nous avons fouillé. Ici, il s'agit de Kasongo Tongoni, l'ancienne capitale arabo-swahili du Maniema. Et ici, au milieu, vous avez un bâtiment qui est attribué à Tipo Tipo, le célèbre marchand. Alors évidemment, il y a aussi une grande source de documentation historique qui est constituée par les objets d'art ou les objets de la vie quotidienne. Évidemment, quand il s'agit de représentations comme cette fameuse porteuse de coupe attribuée au maître de Bouly, on a des informations même sur les parures, sur les tatouages, sur les coiffures, etc., etc. Mais la fabrication de ces objets peut également nous renseigner. La fabrication, on utilise souvent un terme un peu sorcier qui est le terme de chaîne opératoire, donc qui inclut le choix des matériaux, les techniques mises en œuvre pour la réalisation des objets et puis leur utilisation subséquente. Alors, c'est plus évident quand on s'adresse par exemple à d'autres types de production culturelle, comme les tissus, la vannerie. Ici, vous avez un ami du Niger qui est paré d'un tissu qui en fait a été refait par de très vieux tisserands qui n'avaient plus tissé depuis plus de 30 ans. Mais qui, sous l'impulsion de nos enquêtes, ont reconstitué des ateliers de tissage et ont produit un tissu qui n'avait plus été produit dans le Bénin depuis une trentaine d'années. Alors un autre aspect, et ceux qui me connaissent savent à quel point ce sujet m'est cher et qui va être utilisé largement dans cette présentation, c'est l'artisanat de la poterie, qui lui aussi est un excellent médium pour l'étude de l'histoire, mais nous allons le voir plus tard. Autre source extrêmement importante, et j'en profite pour remercier Jackie pour sa jolie carte, qui est utilisée dans une autre salle du musée, c'est évidemment les langues. Nous avons une longue tradition de collaboration entre archéologues, historiens et linguistes. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a en Afrique un phénomène qu'on appelle le phénomène d'expansion des langues bantoues, qui est un des plus grands phénomènes d'expansion de population connus dans le monde. Et en fait, bien qu'on parvienne assez facilement à le décrire et à l'observer, ce phénomène, les modalités exactes, l'histoire précise de cette extraordinaire expansion est encore très largement mal connue, ou en tout cas l'occasion de disputes et d'empoignades féroces entre archéologues, historiens et linguistes. Alors, j'ai passé en revue ici toute une série de sources de l'histoire qui sont vraiment dans le domaine culturel, mais nous avons aussi, en tant qu'archéologues, des collaborations intenses avec nos collègues des sciences naturelles, évidemment. Et par exemple, la végétation même peut également être une source qui nous permet d'entrer dans l'histoire. J'évoque ici la question des forêts héliophiles, par exemple. Nos collègues en biologie du bois ici ont constaté à l'occasion de travaux l'existence d'anomalies dans la forêt. Ces anomalies étaient liées à des arbres qui ont besoin de lumière pour pousser. Et donc, leur théorie était, eh bien, si nous avons de grandes zones d'arbres dits héliophiles, c'est que dans le passé, il y a dû y avoir à cet endroit une
une clairière. Et la question était de savoir si cette clairière était d'origine naturelle ou d'origine humaine. Eh bien, en fait, en collaborant avec Wannes Hubo, qui est partagé entre l'Université de Gand et le musée, Wannes avait développé un système d'identification des charbons de bois découverts lors des fouilles archéologiques qui lui a permis de mettre en relation les découvertes que l'on a faites dans ces forêts et les types d'arbres qui les caractérisaient. La réponse en fait, à cette histoire, c'était effectivement que ce n'était pas un phénomène naturel, mais toutes ces anomalies étaient bien liées à des occupations humaines qui avaient été à des endroits de la forêt où aujourd'hui, on n'a aucun souvenir évidemment de cette présence. Autre grand domaine extrêmement important pour les archéologues, c'est l'étude de tout ce qui est macro-restes, ce qu'on appelle les macro-restes végétaux, c'est-à-dire que quand on fouille et qu'on tamise tous les sédiments que l'on sort du sol, on extrait des charbons de bois, mais on extrait aussi des restes de fruits, des graines, des choses comme cela. Et l'analyse de ces graines, qui est un autre domaine de spécialisation, nous permet d'accéder eh bien, à certaines des plantes cultivées. Certaines, malheureusement, restent assez élusive en cette matière, mais on peut comme ça reconstituer une partie de l'alimentation des gens. Autre domaine extrêmement important et en plein développement pour l'instant, c'est ce qui concerne les sources, les restes d'animaux en fait. Alors là, il y a en Afrique centrale des problèmes de conservation assez importants et il est rare que l'on découvre des sites archéologiques où on a des restes d'animaux qui soient bien conservés. Alors, récemment, une équipe allemande a développé une nouvelle méthode pour attaquer ce problème. Les résultats étaient extrêmement concluants et nous sommes maintenant en train de développer un nouveau terrain du côté de Kisangani qui va tenir compte de ces avancées et nous espérons, nous aussi, pouvoir mettre en évidence les types en l'occurrence, de mettre en évidence les types de poissons pêchés, les saisonnalités, etc., aux différentes époques. Alors évidemment, quand je passais cette revue, vous avez vu que j'arrivais graduellement sur des sources où en fait on a besoin tout d'abord de l'archéologie avant de pouvoir discuter. Et évidemment, quand on examine un peu l'ensemble des sources disponibles pour les recherches sur l'histoire ancienne, eh bien, on voit bien que, disons que bon an, mal an, jusqu'au XVe siècle de notre ère, si on part du XIXe, on va avoir à notre disposition pas mal de ressources pour parler du passé. Mais au-delà du au-delà du XVe siècle, quand on descend plus bas, eh bien là, il faut bien le dire, on ne dispose plus de documents écrits, plus de cartes, plus de photographies. Les mémoires sont un peu s'étiolent. Donc nous avons pour principale ressource ce que l'archéologie peut mettre en lumière. Et donc c'est toute la culture matérielle, tous les restes d'animaux, de plantes, de végétaux, etc., que l'archéologie va mettre en lumière, qui vont nous permettre de reconstituer le passé. Et à cet égard, il y a un objet phare qui est la poterie. Alors cette poterie, j'ai évoqué tout à l'heure ce phénomène de l'expansion bantoue. C'est intéressant parce que quand on parle de l'expansion des langues bantoues, eh bien, une des premières choses qui s'est passée, c'est que les linguistes ont essayé de contacter les historiens et les archéologues pour discuter de comment reconstituer ce phénomène. Et en fait, c'est la poterie qui sert bien souvent d'élément clé dans ces discussions et qui est représentée dans la salle d'histoire longue par ces quelques récipients qui sont parmi les plus anciens récipients qu'on ait trouvés en Afrique centrale et qui sont attribués, selon les théories, aux premiers locuteurs bantous arrivés en Afrique centrale. Alors, ici, en fait, j'aurais dû passer le micro à mon collègue Jackie. Les langues bantoues, c'est quoi plus précisément? Bien, vous le voyez ici, c'est un ensemble de langues qui sont parlées dans toute la moitié sud du continent. Vous comprenez que c'est un phénomène absolument gigantesque. Et les linguistes, je ne suis pas linguiste, je le précise, donc les linguistes étudient ces langues, les comparent, et cela leur permet de créer des arbres phylogénétiques qui donne la relation d'une part entre des langues parlées aujourd'hui et leurs voisins, et puis petit à petit de remonter dans des langues qui aujourd'hui n'existent plus, mais qui sont ce qu'on appelle
des proto-langues, on pourrait dire. Euh, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on fait ça, il y a deux choses qui ressortent. C'est que d'abord, on peut commencer à parler de relations entre des ensembles linguistiques. Et puis aussi, quand on fait ça, on peut parler de ce que ces langues désignent. Ça, c'est un thème qui est notamment développé dans la salle langue, musique et performance, où on explique très bien comme finalement le contenu d'une langue vous parle des gens qui l'utilisent. Et donc, en l'occurrence, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les constructions qui mènent vers le proto-bantou montrent que les plus anciens locuteurs bantous d'Afrique subsaharienne avaient dans leur vocabulaire des mots comme la poterie, le fer, la chasse, des choses comme ceci. Alors, quand on fait ces arbres phylogénétiques, évidemment, il y a aussi un lien avec l'espace. Et donc, petit à petit, les linguistes ont aussi développé des théories sur la manière dont cette expansion avait pu se produire, en regardant uniquement les données linguistiques, évidemment, dans un premier temps. Alors, je vous passe le détail de cette affaire, parce que il y a eu de très, très nombreuses théories, des disputes, etc. Mais pour l'instant, il y a un modèle qui est, on va dire que c'est celui qui est accepté pour l'instant, voilà, qui place l'origine de ces langues bantoues dans le nord-ouest, ici, aux confins du Nigeria et du Cameroun, et puis qui place leur expansion comme un phénomène que vous voyez ici décrit. Alors, en fait, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, avec notamment depuis l'implication, l'arrivée de la génétique, hein, puisqu'au début, excusez-moi, dans cette discussion, il n'y avait au départ que les linguistes, mais la question était de savoir, bon, est-ce que c'est une langue qui s'est diffusée sur un tissu de population qui, au départ, avait des langues différentes, par exemple, ou bien est-ce que ça implique une mobilité de population? Est-ce que c'est une invasion avec des locuteurs qui ont occupé un espace gigantesque? Est-ce que c'est un peu entre les deux, avec des gens qui ont adopté la langue de gens qui sont arrivés dans leur région? Alors, l'arrivée de la génétique a permis d'au moins clarifier une chose, c'est que de fait, il y a un lien génétique entre toutes les populations de locuteurs bantous. Donc, ce phénomène a bien impliqué l'expansion d'une population en même temps que des contacts avec des populations locales pendant le cours de cette expansion. Et alors, en combinant les données linguistiques et génétiques, ils sont arrivés à proposer un scénario double, le early split, qui postulerait qu'en fait, il y a une séparation entre un groupe de langues qu'on a associé à l'ouest, le courant ouest des langues bantoues, et un courant est des langues bantoues. Ce early split se serait passé il y a environ 4000 ans. Et puis, il y a une autre théorie qui est le late split et qui parle d'une expansion d'abord le long de la côte avant une pénétration plus à l'est et une expansion complémentaire. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les archéologues ont très tôt été impliqués dans ce débat aussi, puisque avant l'arrivée de la génétique, on essayait de savoir si ce mouvement était purement linguistique ou s'il était autre. Et il se fait que il y a déjà, en fait, assez rapidement, les archéologues sont entrés dans la danse et on a essayé de lier ces mouvements d'expansion linguistique avec l'apparition en toute une série d'endroits d'Afrique subsaharienne d'un package qui comprenait la construction de villages, l'utilisation de la poterie, l'utilisation du fer, l'agriculture et l'élevage. Et c'est vrai que quand on regardait l'ensemble des données disponibles, bon, même si il est vrai, il y a encore des tas de zones d'Afrique subsaharienne qui doivent être couvertes pour avoir une image claire de toute cette affaire, quand on regardait ça, eh bien, on voyait bien qu'il y avait un phénomène brutal qui se passait quelque part aux alentours d'il y a 2500 ans, 2000 ans. Mais le problème, évidemment, là-dedans, c'est que vous en conviendrez aisément, les poteries que je vous ai montrées tout à l'heure sont très jolies, mais elles ne parlent pas. Donc, établir un lien direct entre des langues parlées aujourd'hui et des poteries sorties du sol et datées d'il y a 2500 ans, on est d'accord sur le fait que ce soit tentant, mais la liaison concrète est quand même audacieuse. Et donc, je reviens à cette histoire de partir du présent.
ce dada de toujours vendre cette idée de il faut partir du présent. Pour aborder, et là c'est un cas particulier que je voudrais vous présenter, une piste de recherche qui est en cours en fait. À vrai dire, je joue avec ces idées avant de les publier, donc vous êtes mes cobayes. L'idée c'est de dire, bon, ben, partons vraiment du présent et trouvons un moyen de lier plus étroitement le travail des linguistes et celui des archéologues. En quelque sorte, il nous faut une interface de discipline et puis aussi une interface avec le passé, puisque ce qui nous intéresse, c'est la reconstitution du passé. Et ce que nous avons utilisé depuis quelques années ici, c'est les traditions céramiques, que j'ai évoquées tout à l'heure. Je vous avais dit que j'allais en parler plus avant. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Alors l'avantage de ces traditions céramiques, c'est que dans de nombreux endroits d'Afrique subsaharienne, on produit et on utilise encore aujourd'hui de la céramique. Et donc il est possible pour un archéologue qui s'intéresse à ça de travailler sur les techniques, sur la fabrication, sur les styles de poterie produits par les gens, pendant que ses collègues linguistes interrogent les potières et leurs voisins et voisines sur le vocabulaire utilisé, les langues parlées dans les environs, etc. etc. Chacun des deux spécialistes, entre guillemets, peut faire son travail indépendamment de l'autre en allant le plus loin possible dans ses analyses, mais il est possible à la fin de se retrouver avec une architecture commune. Alors, la poterie, vous allez me dire, c'est bien, mais il y a un autre avantage à travailler sur la poterie, évidemment, c'est sa profondeur historique. La poterie est inventée en Afrique subsaharienne, enfin dans le Sahara, à vrai dire, un peu avant 10 000 ans de maintenant. C'est un des endroits les plus anciens au monde pour l'invention de la poterie. L'autre point d'invention est au Japon. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais ce serait intéressant de le voir. Toujours est-il que c'est un artefact qui est très très ancien et comme vous le voyez, c'est un artefact très très résistant. On peut en trouver littéralement des montagnes sur certains sites. Donc ça se conserve très très bien. Donc on a là un objet qui peut à la fois servir d'interface avec le présent et puis entre les disciplines et puis qui en même temps est relativement ancien dans l'histoire de l'Afrique centrale. Alors un autre aspect important de la poterie, c'est que je vous avais évoqué tout à l'heure la notion de chaîne opératoire, c'est que son processus de manufacture est comme une poupée russe. Et là, bon, c'est vrai pour la poterie, c'est vrai pour n'importe quel objet. On peut étudier les objets en regardant juste leur aspect fini, mais on peut aussi révéler de nouvelles choses si on regarde leur mode de fabrication. Donc, par exemple, ce qui est un de mes grands dadas, c'est le regard contrasté qu'offre par exemple, l'étape du façonnage, qui est illustrée ici par une artisane, une potière qui est en train de mouler le bas d'un récipient, qui est une étape assez stable de la chaîne opératoire, en opposition avec le décor qui est quelque chose qui est extrêmement volatile et qui peut être échangé facilement. Là, on a souvent des témoignages d'artisans qui nous disent « Oui, moi je fais ça comme ça, mais je ne sais pas très bien comment on fait, j'ai un peu improvisé, mais j'ai fait ça parce que je l'ai vu chez une autre potière sur un marché, et ça avait l'air de bien marcher. » Mais on n'entend jamais ça pour le façonnage, qui est vraiment une étape, on le reviendra plus tard, plus privée, on va dire. Alors, la poterie aussi, et là vous vous en doutez, c'est un document historique, puisque comme on peut, à l'aide de ces restes de poterie, reconstituer des séquences chronologiques, eh bien, on peut remonter assez loin dans le passé. Donc, si je résume un petit peu tout ça, on se trouve, quand on étudie les traditions céramiques, avec deux sets de données. On peut travailler dans les traditions actuelles. Et par exemple, si on reprend cette étape du façonnage dont je vous parlais, qui est extrêmement stable, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que on peut dessiner des cartes de l'Afrique subsaharienne, et en l'occurrence de la zone où sont parlées les langues bantoues, et dessiner les cartes de pratiques céramiques. Par exemple, ici, vous avez une technique qui s'appelle l'anneau étiré, et vous voyez sa distribution particulière. Le colombin, qui est bien connu de tout le monde, ben voilà, cette technique-là n'a pas la même distribution que la précédente. Alors ça, c'est évidemment fascinant, parce qu'on est bien dans l'ensemble des langues bantoues, là, mais on voit que quand on regarde des techniques cachées, invisibles des traditions céramiques, il y a une certaine diversité qui apparaît. Alors,
l'intérêt aussi avec cette analyse de la chaîne opératoire, et notamment ici alors des décors céramiques, c'est que les observations qu'on fait aujourd'hui nous permettent d'identifier des techniques décoratives. Au passage, elles nous permettent aussi de développer des techniques pour arriver à les reconnaître, ce qui est parfois très complexe quand on a des petits morceaux de poterie cassés. Mais aussi, on peut commencer, une fois qu'on a identifié un décor ou un type de décor, comme celui-ci, qui s'appelle le décor à la roulette. C'est un espèce de Scooby-Doo qu'on roule à la surface des pots pour faire une surface qui est très jolie, qualité esthétique variable, on va dire. Et puis, une fois qu'on a ça, eh bien, on peut regarder dans le matériel archéologique, à l'échelle ici subcontinentale, partout, on peut regarder si cette technique est présente ou absente, simplement. Et vous voyez, par exemple, dans le cas de la technique du décor à la roulette, eh bien, on a pu identifier que cette technique était apparue dans le nord-ouest de l'Afrique, et petit à petit, au fil du temps, elle s'était étendue jusqu'à la région des Grands Lacs. Alors ça, c'est assez génial aussi, cet exemple-là, parce que quand on a commencé ce travail, pour vous dire, on peut toujours être surpris, j'étais sûr qu'on allait avoir une origine à l'est, du côté de l'Égypte, parce qu'il y a là-bas, on n'est pas loin de la Mésopotamie et des cylindres Sceaux, et donc il y a cette habitude de rouler des cylindres sur l'argile. J'étais sûr qu'on allait partir par là, mais voilà, les faits nous ont contredit. Alors un autre aspect important qu'on peut faire une fois qu'on a, quand on a cette céramique et qu'on développe des techniques pour identifier les techniques de fabrication, il y a les aspects du façonnage, et en regardant la tranche des tessons, les surfaces des récipients, ou en les radiographiant, on peut identifier ces techniques de façonnage que j'évoquais il y a un instant. Alors vous allez me dire, oui, bon, on revient toujours sur cette histoire de façonnage, sa stabilité et son importance dans nos analyses. Cette image le résume assez bien. En fait, il semblerait que cette étape du façonnage est pour les artisans un moment assez privilégié. C'est un moment d'interaction que le maître partage avec son apprenti, ici le père avec son fils, et qui est vraiment partagé par l'artisan et son maître. Il n'y a pas, comme dans d'autres étapes de la chaîne opératoire, des gens qui interviennent. Par exemple, pour la cuisson des poteries, il n'est pas rare que des voisins viennent aider à ramasser de la paille ou du bois. Pour aller chercher de l'argile, même chose, on pourra avoir l'aide de la famille, quelqu'un va venir porter les sacs avec, c'est extrêmement laborieux. Et comme je vous le disais, pour les décors de poterie, ça c'est quelque chose que tout le monde voit, qui est un petit peu comme la mode vestimentaire, c'est très volatile. Ici, il semblerait que pour les artisans, ce soit une étape un peu privilégiée, et c'est peut-être pour ça que l'on a ces cartes de distribution assez extraordinaires qui se dessinent. Alors évidemment, maintenant, quand on a tout ça, on se dit, mais on a ce qu'il faut pour commencer à travailler sur les langues et les gestes. Parce que ce n'est plus une question de regarder des poteries d'il y a 2500 ans et de le comparer avec des objets, avec des langues d'aujourd'hui, mais bien partir d'aujourd'hui avec des langues et puis des gestes que l'on peut observer aujourd'hui et puis que l'on est capable de reconstituer dans le passé. Alors ici, je vais attirer votre attention sur ce qui a été longtemps une énigme pour moi. C'est que quand j'ai commencé à faire les cartes que je vous ai montrées précédemment, je ne comprenais pas très bien pourquoi j'avais une rupture, cette technique-ci qui s'appelle la technique de l'anneau étiré. Alors, je vais vite vous l'expliquer quand même. L'artisan crée une sorte de petit donuts en argile. C'est vide ici à l'intérieur. Il le plaque au sol et puis il étire ce donuts d'argile jusqu'à progressivement faire la partie supérieure du récipient. Donc on part quelque part de la panse et on va jusqu'au col. Et là on finit, on décore même et puis on retourne l'ébauche. Vous voyez que ici le col du récipient se trouve en dessous. Et puis, on tire finalement l'excédent d'argile vers le bas pour refermer la poterie par le fond. Alors là, ça, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour moi quand j'ai observé ces techniques pour la première fois, parce que c'est la première fois que j'ai observé une séquence différente. Dans mon esprit, on devait faire un pot du fond vers le haut et c'était le seul chemin. Mais en réalité, il y a moyen de faire un pot de manière différente et cette séquence est quand même assez particulière. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la distribution de cette technique de l'anneau étiré à l'échelle de l'Afrique subsaharienne, on voit qu'en fait, on a deux grandes distributions qui constituent des continuums assez forts. L'un qui part de cette zone-ci, au confluent du Nigeria et du Cameroun, jusque un peu en Afrique de l'Ouest, et puis un autre qui, lui, est vraiment axé sur la façade orientale du continent. Il y a une toute petite occurrence ici très particulière, mais entre les deux, on a un énorme vide qui posait question. Pourquoi cette absence dans cette zone-là? Alors évidemment, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce vide est d'autant plus interpellant que cette distribution-ci correspond assez étroitement avec le courant oriental des langues bantoues. Donc là, on a du grain à moudre, disons, dans nos travaux avec nos collègues. Ici, c'est vraiment, je vous emmène dans le périple de ce questionnement, c'est que évidemment, quand je délimite ici la zone cruciale, vous voyez que c'est l'arc nord-est du fleuve Congo, et il se fait qu'en 2010, le musée a fait partie d'un consortium pour l'étude de la biodiversité qui devait faciliter la constitution de nouvelles collections pour l'université de Kisangani. Et c'était en plein dans cette zone qui, pour moi, était un mystère. Et donc, à l'époque, avec ma collègue Else Cornelissen, on avait fait des pieds et des mains pour participer à cette expédition. Alors, cette expédition, plusieurs personnes ici en ont fait partie. C'était une joyeuse aventure avec 54 scientifiques sur un bateau, une toilette, une douche, et le tout voguant sur les flots bleus du Congo. Et ça a permis de récolter une masse de données considérable, je crois, pour toutes les disciplines concernées. Mais évidemment, dans notre cas en tant qu'archéologue, eh bien, ça a permis d'éclairer d'une manière assez incroyable cette zone qui était une zone de mystère. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Eh bien, on a surtout fait des prospections et des sondages archéologiques. Et puis, on a fait des interviews parce que nous avons trouvé des potières. Et donc, nous avons pu finalement éclairer cette histoire. Au passage, vous voyez ici mon collègue Wannes Hubo, qui est la personne qui, lui, s'intéresse au charbon de bois et reconstitue l'environnement forestier des sites archéologiques sur lesquels on a travaillé. Bonne surprise, c'est qu'on a découvert qu'il y avait dans cette zone nord-est de l'arc du Congo des traditions céramiques extrêmement vives et fortes encore, et donc il y avait quelque part matière à étudier. Là où je suis littéralement tombé des nues, c'est que je suis tombé sur une technique qui s'appelle le martelage sur forme concave. Alors, j'aime bien ce silence parce que quand on parle dans les cénacles de spécialistes de ces choses, c'était une découverte qui a fait des hauts et des bas. Parce que cette technique n'a rien à faire le long du fleuve Congo. Je vais y revenir, mais d'abord, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En gros, l'artisan fabrique une petite boule d'argile, comme vous le voyez, et puis il la pose sur un support, et à l'aide d'un pilon, il va commencer à marteler cette masse d'argile. Alors, ce qui est étonnant, évidemment, c'est un peu spécial d'en parler ici, mais elle utilise pour ce faire, elle ne tape pas n'importe où sur cette masse d'argile, elle commence par taper sur le bord. Et petit à petit, elle fait le tour en tournant les bauches à chaque fois pour étendre l'argile petit à petit et former toute la partie inférieure du récipient. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans tout le Sahel où cette technique est pratiquée couramment, où cette technique est normale, on va dire, ça, c'est vraiment la distinction entre le martelage féminin et masculin. Les hommes partent du centre de la motte, les femmes partent du bord de la motte. Donc déjà, on était dans un geste qui était plus que anodin. On aurait pu dire, tiens, peut-être que les gens le long du fleuve Congo ont inventé cette technique de leur côté. Mais là, il y avait un premier axe, une première indication que nous assistions à un phénomène qui était plutôt historique. Hein, on pourrait dire une chance sur deux, mais enfin quand même un phénomène plutôt historique que le hasard. Alors, une fois que l'artisane a monté une grande partie de la paroi du récipient, elle intervient avec ce qu'on appelle une batte, et elle frappe la paroi du récipient pour petit à petit mettre en forme le dessus
de la poterie. Et vous voyez qu'ici, vous avez l'ébauche interrompue, et ici, tous des récipients qui sont terminés ou en cours de fabrication. Alors là où il y avait quelque chose qui se distinguait de ce que j'ai observé dans le Sahel précédemment, c'est qu'à la fin, quand elle a fini ce récipient, la potière tourne la poterie et avec sa batte continue de frapper sur le fond pour le mettre en forme. Alors ça, par contre, je dois avouer, c'était une surprise parce que normalement, les gens qui fabriquent par martelage ne font pas ça. Il y a des tas de raisons que je n'expliquerai pas ici, mais ça, c'était une sorte d'anomalie. Après ça, on en vient à l'étape de la décoration. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que bien, on voyait des décors réalisés avec un bâtonnet qui couvrait l'épaule, etc., etc. Mais il y avait un phénomène intéressant, c'était l'utilisation d'une natte. Et souvent, les artisans posaient une natte sur leur planche de bois pour marteler le récipient dessus et ainsi, en même temps, mettre en forme et en même temps, décorer la surface du récipient. Ça aussi, c'est une affaire typiquement sahélienne. Alors, quand on regarde l'outillage utilisé dans les différentes zones où nous avons travaillé, on voit qu'il y a une certaine diversité. Certains préfèrent utiliser la planche toute seule, certains utilisent la natte en plus, certains utilisent des pilons fabriqués pour l'artisan en argile, d'autres utilisent des pilons en bois qui évoquent en fait les pilons utilisés pour la cuisine, mais en beaucoup plus petits. Enfin, il y a des variations sur les outils ornementaux, etc., etc. Mais dans l'ensemble, on a un ensemble d'outils qui est cohérent et dont certains ne choqueraient absolument pas au Mali, au Niger ou au Tchad. Donc, en fait, ce que vous voyez ici, c'est la distribution à l'échelle continentale de cette technique du martelage. Et jusqu'alors, on avait localisé le martelage ici, dans la bande sahélienne, et en 2 points au Fayoum. Alors ici, ça paraît un peu surprenant, mais en fait, il y a des pistes caravanières qui lient ces parties, et en fait, c'est probablement lié à ça. Donc l'apparition, vous comprendrez, de cette technique ici au milieu de la forêt était quand même assez incroyable, surtout que j'avais des collègues qui avaient écrit un article sur les contraintes environnementales et climatiques que posait cette technique, en disant cette technique n'est présente dans le Sahel parce qu'elle est idéalement fabriquée, elle est idéalement adaptée à un climat sec. Alors là, vous pensez bien que le long du fleuve Congo, il pleuvait tous les 3 jours, mon essuie n'a pas séché pendant 5 semaines, il faisait extrêmement humide dans ce coin-là, donc là, le paramètre climatique tombait. La question qui se pose, évidemment, c'est s'agit-il d'une convergence? Est-ce que les gens ont inventé de leur côté le même système technique que dans le Sahel? Toujours possible, unlikely, mais possible. S'agit-il d'une migration ou d'une diffusion technique? De nouveau, là, on se retrouve typiquement dans le playground des linguistes, puisque ce sont exactement les mêmes questions qui prévalaient pour l'expansion du monde bantou. Et puis surtout, c'est intéressant, mais on se retrouve maintenant avec une explication sur l'absence de cette autre technique dont je vous ai parlé, cet anneau étiré, là, le donut, qui se retrouvait d'un côté et de l'autre, mais pas au milieu. Mais tout d'un coup, j'ai une explication. Alors la question qui vient par la suite, évidemment, c'est quand est-ce que ça s'est passé? Et c'est là, évidemment, que l'archéologie a son point fort, puisque, je l'évoquais tout à l'heure, lors de l'expédition Boyekole-Bale-Congo, on a fait beaucoup de prospection, mais on a aussi fait des sondages. Alors, il s'agissait à chaque fois, vous voyez, de petits sondages, 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre sur 2, qui permettaient simplement d'essayer d'aborder la séquence, de voir ce qui sortait du sol dans ces différentes localités. Ici, c'est à Ilombi-Moké, sur la Lomami. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce que vous trouvez les sites archéologiques? Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui attire votre attention? Comment est-ce que ça se passe? Alors, je l'avais un petit peu évoqué tout à l'heure quand on parlait des forêts.
Dans le cas des forêts équatoriales, ben, on a parfois l'aide de nos collègues de biologie du bois qui vont pointer des zones où la forêt présente des anomalies. Mais quand on est dans un village, le long des grandes rivières de l'Afrique centrale, il n'y a rien à faire, c'est beaucoup plus facile parce que, comme vous le savez sans doute, tous les matins, les villageois balayent, balayent, balayent et nettoient abondamment le village. Et donc, on a une surface parfaite pour les archéologues. On peut voir la surface du sol naturel et puis on voit apparaître des anomalies. Alors, en l'occurrence, ici, c'est sur la Ruimi, dans un village qui s'appelle Bomane-Yangwa, et on a trouvé ceci suite à une discussion avec le chef. On venait de se présenter dans le village et j'avais expliqué ce que nous venions faire, que nous étions intéressés principalement par la poterie et le charbon de bois qui pouvaient y être associés. La poterie pour faire la séquence culturelle et le charbon de bois pour obtenir une date radiocarbone. Et il se fait que une des personnes qui assistaient à cette conférence, c'était une vieille maman qui était morte de rire. Elle trouvait ça absolument trop drôle. Elle trouvait que j'étais probablement complètement fou. Et en riant, elle a dit, mais si tu t'intéresses à ces vieux trucs, viens à côté de mon potager. Ma grand-mère a laissé des trucs qui traînent. Je suis donc allé là, et c'est comme ça que ce site-là est apparu. Et à peine avais-je commencé à creuser, qu'il s'est avéré que c'était une fosse dépotoir typique des premiers établissements de la forêt. En fait, on n'en avait jamais trouvé dans cette région-là, mais des collègues allemands en avaient trouvé plus haut sur le fleuve du côté d'Imbonga. Et donc, on parle là d'un ensemble de céramique qui a, j'avais dit au chef, si ça a moins de 1500 ans, je te paye une tournée. Et effectivement, cet ensemble-là a 2200 ans. Alors, pour vous montrer un petit peu comment est-ce que finalement on ouvre le sol et on fait apparaître tout ça. Alors, une fois qu'on a fini cette fouille, ce n'est pas tout évidemment d'arriver et de commencer à établir des grandes séquences. Le matériel est d'abord nettoyé soigneusement, plus ou moins, en fonction des moyens disponibles. Et puis, il est marqué. Chaque tesson doit avoir son code qui indique exactement où il a été découvert. Et puis commence le grand jeu du remontage, c'est-à-dire que tous les tessons provenant d'une couche peuvent être recollés les uns avec les autres, ou en tout cas, c'est un peu comme un énorme puzzle à 3 dimensions où il manque beaucoup de pièces en plus. Et j'en profite pour faire un appel à bénévoles. Si certains de vous aiment les puzzles, c'est une occasion. Une fois qu'on a fait ça, on peut établir des ensembles stylistiques par époque, c'est-à-dire que chaque unité stratigraphique, chaque ensemble de poterie peut nous permettre d'établir un peu l'assortiment de récipients utilisés par les gens à une certaine époque. Et puis, une fois qu'on a un ensemble stylistique, et ça date, on peut commencer à les accoler les uns derrière les autres et créer ce qu'on appelle des séquences chronoculturelles, donc l'évolution des styles de poterie au cours du temps. Et donc, je reviens à notre expédition. Cette histoire nous a permis d'aborder des données archéologiques nouvelles dans une zone où personne n'avait jamais travaillé, et donc nous a permis d'établir une nouvelle séquence chronoculturelle qui est architecturée sur 2 choses. Les archéologues ne rêvent que de ça. La stratigraphie, c'est-à-dire la succession de couches au cours du temps, dans lequel on a trouvé les objets qu'on a patiemment recollés ensemble. Et puis, ce qu'il nous faut désespérément dans ces couches, ce sont des charbons de bois, ou encore mieux, des fragments de noix de palme calcinés, qui nous permettent d'obtenir ce qu'on appelle des dates radiocarbone. Alors, en l'occurrence, je m'y perds, tiens, je ne suis pas sûr de ce que j'ai après, donc je vais faire un petit 1. Voilà, bon, on peut commencer comme ça. En l'occurrence, nos découvertes dans le nord-est, là, nous ont permis de mettre en évidence 3 phases. Une phase ancienne, qui regroupe une série. Alors en fait, vous voyez, à chaque fois, vous avez un nom de code un peu cabalistique, c'est le numéro d'un échantillon de charbon de bois. Et puis ici en dessous, vous avez les âges calendriers. Ici, vous avez le 0, et ici, vous avez 1800, normalement, toujours à partir de 1950. Quand on a toujours tendance à parler à partir du présent, nous, donc on dit 2000 BP, c'est 2000 before present. Mais quand le travail se termine, on doit toujours produire une date calibrée. Donc vous voyez ici que cette phase ancienne, la plupart de nos découvertes concernant cette phase ancienne étaient légèrement avant notre ère, et une phase moyenne
plutôt après notre ère, dans les 4-5 premiers siècles, et puis une phase tardive. Et là, vous voyez un artefact, ce qu'on appelle un artefact de recherche, c'est-à-dire que j'ai très peu de dates qui couvrent en fait les derniers 1000 ans et qui recouvrent, on le verra, 3 styles de céramique. Donc cette phase-là, je l'ai probablement mal documentée par mes fouilles. Il faudrait plus de travail, ce qui va arriver bientôt, pour éclairer les différences à ces époques-là. Alors, les styles anciens dont je parlais, on a pu reconstituer cette fameuse fosse que je vous montrais où cette grand-mère m'avait amené pour voir les céramiques de sa grand-mère. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la céramique de la phase ancienne, qui remonte à 2200 ans avant le présent. Ce qu'il y a de dingue, c'est que la première analyse de certains de ces récipients a montré qu'ils avaient probablement été façonnés par cette technique dont je cherchais la présence, à savoir l'anneau étiré. La deuxième phase, la phase moyenne, comprend des styles. En fait, j'ai mis style ici entre parenthèses parce qu'en réalité, pour la phase ancienne et la phase moyenne, nous ne sommes pas encore très sûrs de l'attribution fine d'ensemble stylistique. Mais et par ailleurs, je ne suis pas sûr non plus de l'attribution technique. En fait, là, on a des radiographies qui ont été faites, mais je ne les ai pas encore analysées. Et puis, on a les styles récents qui commencent à partir de 1000 BP, et là, c'est assez extraordinaire, mais ce style, qui a été bien défini, lui, est clairement associé à cette technique du martelage que je vous ai présentée tout à l'heure. Et ça, c'est assez extraordinaire, puisque au départ, je vous parlais à partir du présent, je vous parlais d'une technique qui n'avait rien à faire dans la forêt, mais grâce à ça, je suis capable de vous dire quand elle arrive dans la forêt. Alors, en ce moment, je vois que Wannes n'est pas dans la salle, mais c'est dommage parce que j'ai envie de le pousser à ce qu'on fasse plus de dates sur ces charbons de bois, la personne là qui travaille sur les charbons de bois en collaboration avec moi, parce que c'est vraiment très important de savoir maintenant si ce style, exactement de quand il date, parce qu'il nous parle de l'irruption en pleine zone forestière d'une technique du Sahel il y a 1000 ans. Alors, il y a d'autres styles récents qui sont aussi apparentés au martelage, mais dont la datation semble, elle, plus récente et en fait mène carrément jusqu'aux populations actuelles qui utilisent encore aujourd'hui le martelage dans cette région. Donc, petit à petit, tout ça nous amène à ce que j'espère vous allez comprendre comme étant quelque chose d'assez incroyable pour moi. C'était la fin d'une énigme finalement. Parce que maintenant, je suis capable de compléter cette carte de distribution que je vous avais montrée au tout début, qui avait un blanc au milieu ici, hein, où les deux zones bleues étaient séparées les unes des autres. Eh bien, grâce à cette expédition, nous avons pu montrer qu'en fait, eh bien, à un moment, il y a 2200 ans, cette connexion existait et il y avait bien à cet endroit des gens qui pratiquaient la technique de l'anneau étiré. Et puis, quelque part, il y a 1000 ans, arrive une technique qui, elle, trouve son environnement naturel, on va dire, dans le Sahel et fait irruption dans le bassin de l'Afrique centrale. Donc la fin d'une belle énigme, mais évidemment, comme c'est toujours le cas en recherche, les résultats d'une recherche génèrent de nouvelles énigmes et évidemment la question se pose de savoir pourquoi ce changement, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1000 ans en Afrique centrale et qu'est-ce qui s'est passé peut-être il y a 1000 ans dans le Sahel pour expliquer l'irruption soudaine de populations porteurs d'un ensemble technique qui n'avait rien à voir. Alors, ce petit cas particulier vous montre ce qu'il est possible de faire quand on travaille plus étroitement à partir du présent en utilisant les techniques et les gestes qui les associent et en les combinant avec des fouilles archéologiques. Et en fait, c'est cette démarche-là qui devrait faire l'objet de recherches que je compte mener maintenant avec des collègues en linguistique sur l'expansion des langues bantoues, qui était le sujet dont je vous avais parlé au tout début. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, en attendant, je vais vous remercier d'être venu ici aujourd'hui et surtout remercier tous ceux qui rendent ces
ces aventures possibles, que ce soit les autorités belges, du musée, etc., les autorités de la RDC, et puis tous les gens qui, sur le terrain, nous facilitent la vie et nous permettent de travailler. Merci.